Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, la littérature, à part ces deux fonctions qu'on a citées antérieurement, la littérature peut avoir également la fonction didactique. La fonction didactique. Quand on dit la fonction didactique, ici ce n'est plus le mot qui intéresse l'écrivain, ce n'est plus l'exaltation du moi qui intéresse l'écrivain, mais ici l'écrivain, ce qui l'intéresse, c'est éduquer la société. Ici, c'est l'éducation. L'écrivain peut participer à l'éducation de son peuple en corrigeant les vices, les défauts, mais en mettant en valeur les qualités humaines. Donc, l'écrivain, non seulement en dehors, avec sa plume, il peut éduquer son peuple. C'est pourquoi la littérature peut avoir véritablement la fonction didactique. Comment? En dénonçant les vices, les défauts des personnes, parce que nous sommes dans une société et que dans la société, il y a des problèmes que nous sommes en train de vivre. Et ces problèmes-là, on peut les dénoncer. Ces problèmes-là, on peut les corriger. Parce qu'il peut avoir une mission éducative, l'écrivain. C'est pourquoi, si vous prenez les fables de Jean de La Fontaine, vous allez comprendre qu'à travers ces fables, nous avons parmi ces fables le corbeau et le renard, nous avons également le loup et l'agneau, à travers véritablement ces fables, Jean de La Fontaine cherche à éduquer le peuple français, c'est-à-dire la société française. Ici, le corbeau et le renard met en exergue quoi? À travers ces deux animaux-là, le corbeau qui est là, qui est sur un arbre perché avec un morceau de fromage, il était là en train de le manger paisiblement. Le renard, de son côté, était là en train de faire ses louanges. Le corbeau n'a pas hésité à jeter le morceau de fromage et le renard va le ramasser. Il va le ramasser et juste pour montrer qu'en réalité que le corbeau a été si naïf qu'en écoutant les louanges du renard, il a jeté son fromage que le renard va ramasser et va manger paisiblement. C'est juste pour dire qu'ici, quelle est la leçon de morale que Jean de La Fontaine donne à la société française? Que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Parce qu'il y a des gens dans une société qui ne travaillent pas, qui ne font absolument rien du tout. Ils sont là, c'est des subordonnés, ils se subordonnent à des personnes, c'est des auxiliaires, c'est des gens véritablement qui se nourrissent à la sueur de leurs compatriotes. C'est pourquoi, ici, à travers le corbeau et le renard, il montre que ces deux animaux-là, l'un vit aux dépens de celui qui l'écoute. Là, le chantant à travers des louanges, le corbeau véritablement jeta le morceau de fromage. C'est juste pour dire seulement que la leçon de morale ici, c'est qu'en réalité, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui comptent véritablement vivre par rapport à la sueur d'une autre personne. Mais à travers le loup et l'agneau, vous voyez que notre société, nous sommes dans une société inégalitaire où toujours il y a des forts et il y a des faibles. Toujours il y a des riches, il y a également des pauvres. Et cela, il le symbolise à travers le loup et l'agneau. L'agneau qui se caractérise par la faiblesse, le loup qui se caractérise par sa force, le loup qui trouve l'agneau en train de se désaltérer, le menaçant de ne plus prendre cette eau-là.
Et là, l'agneau était obligé véritablement d'obtempérer, de se plier à la décision du loup, de se plier au vœu du loup. C'est juste pour dire qu'ici, à travers cette fable de Jean de La Fontaine, qu'en réalité, nous sommes dans une société où les riches massacrent les pauvres, mais également les forts cherchent véritablement à dominer les faibles. C'est pour dire tout simplement que la littérature, en dehors de la fonction esthétique, en dehors de la fonction lyrique, la littérature peut avoir ce qu'on va appeler la fonction didactique, c'est-à-dire enseigner une société, éduquer une société, en corrigeant les vices, en dénonçant les défauts des uns et des autres, mais également en faisant la promotion des qualités humaines. En dehors de la fonction esthétique, en dehors de la fonction lyrique, la littérature peut avoir véritablement une autre fonction qu'on appelle la fonction divertissement. La fonction divertissement. C'est-à-dire la littérature peut nous pousser à oublier nos sociétés. Parce que l'écrivain aussi peut ne pas véritablement mettre en exergue le beau, il peut ne pas éduquer, il peut ne pas parler de lui, mais il peut participer à divertir son peuple. À divertir son peuple, c'est-à-dire à divertir son public, son lectorat. Parce que celui qui lit, il a des soucis, il a envie d'oublier ses soucis, il a des problèmes, il a envie d'oublier ses problèmes, il a des difficultés qu'il vit. Elle a une fonction, la fonction évasive, c'est-à-dire ça permet au lecteur d'oublier ses soucis, d'oublier ses propres, d'oublier ses problèmes, d'oublier ses difficultés. C'est pourquoi cette fonction-là également, c'est une fonction qu'il faudra prendre en compte. La littérature participe à libérer, à soulager, le lecteur dans ses difficultés. Il vit des difficultés, on a besoin de le soulager, d'accord? Donc, on le libère, on le soulage de ses difficultés, de ses problèmes qu'il est en train de vivre. À partir de ce moment, ce qui t'intéresse véritablement l'écrivain, c'est de libérer son public, c'est de libérer son lectorat. C'est pourquoi, là, il faudra comprendre que la littérature peut avoir la fonction divertissement, c'est-à-dire moins d'évasion du lecteur. D'accord? Ça permet au lecteur de se libérer, d'oublier ses soucis. Mais en dehors de cette fonction-là, nous allons voir la dernière fonction qu'on va appeler véritablement la fonction engagement. Là, quand est-ce qu'on a la fonction engagement? On a la fonction engagement quand est-ce que la littérature, l'écrivain est engagé? L'écrivain est engagé lorsqu'il prend position. Lorsqu'il prend position. D'accord? Il prend position, il donne son opinion, il donne son avis par rapport à un propre problème. Il prend position. Et à partir de ce moment, lorsqu'il prend position, soit il dénonce quelque chose, soit il remet en cause quelque chose. À partir de ce moment, l'écrivain prendra sa plume pour être un avocat de son peuple ou bien pour prendre en charge les préoccupations de sa société. Lorsque l'auteur prend en charge les préoccupations de sa société, ça peut être des préoccupations d'ordre politique, ça peut être des préoccupations d'ordre culturel, ça peut être des préoccupations d'ordre économique, etc., etc. Lorsque l'auteur prend position, lorsque l'écrivain prend position par rapport à une situation bien déterminée, là, à partir de ce moment, on dit qu'il est engagé. Et là, ce qu'il faudra savoir, véritablement, dans le cadre, véritablement, de l'engagement, il y a des écrivains qui se sont engagés sur le plan politique, qui n'ont pas hésité véritablement à prendre en charge la préoccupation des masses populaires
Donc, l'écrivain, il est engagé lorsqu'il prend position par rapport véritablement à des préoccupations politiques, culturelles, économiques, d'ordre sociétal. Lorsque l'auteur prend position par rapport à une situation, on dit qu'il est engagé. Et l'illustration parfaite véritablement de la situation politique que les Africains ont vécue pendant la colonisation a permis à des écrivains engagés comme Aimé Césaire, comme Léopold Sédar Senghor, comme Alioune Diop, comme Birago Diop, comme David Diop, Léon Bertrand Damas également, le Guyanais, Bernard Dadier, l'Ivoirien, tous véritablement ont participé à l'émancipation de la race noire. Parce que n'oubliez pas que nous étions dans un contexte de colonisation. Le colonisateur est présent en Afrique. Il est présent pour occuper notre espace. Il est présent pour remettre en cause, non seulement occuper l'espace, piller nos matières premières, dilapider nos matières premières pour aller industrialiser l'Europe, mais ce colonisateur-là, en dehors véritablement du pillage de nos matières premières, en dehors de l'appauvrissement économique véritablement de l'Afrique, il a participé à remettre en cause la civilisation nègre. Parce que pour l'Européen, l'Africain n'avait pas de civilisation. L'Africain était un homme taré, plein de défauts, qui n'avait véritablement pas de civilisation. C'était un homme qui n'avait pas de culture, un homme qui n'était pas civilisé, il fallait le civiliser. C'est pourquoi ils sont venus en Afrique, occuper l'Afrique au nom d'une mission civilisatrice. Et des auteurs engagés comme ces auteurs poètes, ces poètes négro-africains-là, vont prendre leur plume pour affirmer l'identité culturelle noire, pour montrer que l'Afrique a bel et bien une civilisation, que le peuple noir est un peuple civilisé. L'Afrique a une civilisation, l'Afrique a une culture, l'Afrique a un passé et une histoire. Et une histoire. Donc, c'est pourquoi les poètes négro-africains, à travers leurs écritures, vont développer des thèmes dans le cadre véritablement de la poésie. Ils vont développer des thèmes. Parmi le premier thème qu'ils vont développer, c'est l'exploration du pas. L'exploration du pas. www.suividecolosénégal.com